Alors là, on arrive dans le moment le plus croustillant du cours, on arrive sur le chapitre où on va travailler avec des données qu'on importe. Donc ça, c'est vraiment la chose qui va en intéresser le plus, je pense. Moi, c'est vraiment ce qui m'avait intéressé quand j'avais commencé à apprendre Python, c'est comment je traitais finalement mes fichiers Excel. Eh bien, on va le voir ici, on se lance. Donc le premier point, ça va être comment récupérer et finalement lire un fichier Excel. Eh bien, avec Panda, on a vu qu'on pouvait faire un to CSV ou un to Excel. C'est bien assez simple, on fait read CSV ou Excel. Donc ici, on va aller chercher un fichier CSV. On va aller chercher le CSV qu'on a créé tout à l'heure. CSV.csv. Donc là, pareil, il faut vraiment mettre le chemin total. Si j'étais allé chercher un fichier CSV qui était là-dedans, j'aurais dû mettre dfs / le nom du fichier CSV qui m'intéresse. Et voilà, c'est aussi simple. J'ai donc mon fichier Excel ou CSV qui a été transformé en data frame. Maintenant, on va peut-être vouloir importer plusieurs fichiers, car il se peut qu'en fonction d'un outil que vous utilisez, il va générer plusieurs fichiers Excel dans un même dossier, et vous allez vouloir les lire pour les assembler ensemble. Là, avant ça, on va importer une librairie qui s'appelle Glob. Cette librairie elle permet de jouer avec les variables environnement et où se situe où dans le PC. Je grossis vraiment le trait. Et donc moi, là ici, je vais vouloir aller chercher tous mes fichiers qui sont dans mon dossier d'IFS, les lire, les transformer en data frame et finalement les assembler pour avoir une seule data frame finale. Donc on commence avec glob. On va faire glob.glob. Et ici, l'argument, ça va être le chemin qui va mener à mes fichiers CSV. Donc, dfs, je mets un slash, et là, je vais mettre une étoile, .csv, qui signifie reconnaît tous les fichiers qui ont une extension CSV. Et vous voyez, je me retrouve avec une liste avec le chemin et donc le nom de tous mes fichiers. Ceux-là, je vais les enregistrer. On va les appeler folder files. Et par la suite, on va itérer donc, ces folder files pour les ouvrir et les ajouter. Donc, for file in folder files, on va d'abord lire chaque file. Et donc, à chaque itération, cette nouvelle lecture de fichier, on va vouloir venir l'alimenter dans un autre fichier qui va grossir au fur et à mesure qu'on itère le fichier de notre dossier. Donc, avant cette boucle, on va se créer une data frame vide, donc full.df, je vais l'appeler comme ceci, et on lui passe simplement la fonction de Panda data frame. Et donc, cette lecture, je vais faire, comme on l'a vu avec la concaténation, full.df, donc je réécris par-dessus, c'est égal à la concaténation de full.df, et de cette lecture de fichiers dans la boucle. Et on n'oublie pas d'ignorer nos index pour avoir quelque chose de propre. Et donc ici, je me retrouve bien avec ma data frame finale qui a donc ouvert les 5 fichiers. Alors ça, c'est une méthode. En réalité, il y en a une autre. Ça aurait été de créer une liste, donc liste de DF par exemple, donc une liste vide. Et dans l'itération, on viendrait alimenter cette liste. On placerait l'ouverture du fichier CSV. Et finalement après, on ferait une concaténation de l'ensemble de mes DF dans la liste. Donc c'est pour ça que je passe l'astérix en début, ce qui veut dire itère tous les éléments qu'il y a dans la liste, tout en ignorant les index évidemment. Qui aura reproduit la même chose. Donc libre à vous de choisir la méthode que vous préférez. Et donc ici avec tinytext, on va pouvoir venir voir quelle méthode est la plus rapide. Et bien on voit que l'approche par liste ici dans notre cas de figure aura été plus rapide. À présent, on va voir la notion de doublon. Alors avant ça, je vais juste faire. Donc pour cela, j'ai juste fait une petite manipulation pour recopier des lignes pour qu'elles soient identiques. Et donc pour repérer les doublons, dans Panda, il y a la fonction duplicated pour dupliquer. Et dans duplicated, il y a un argument qui nous intéresse, c'est subset, dans lequel on va passer une liste des colonnes qui vont nous intéresser. Donc moi, je vais lui placer athlete et df_nb, ce qui veut dire qu'il va rechercher les doublons dans les colonnes athlete et nb. Et il va donc me retourner les lignes qui correspondront à ces doublons. Donc ici, c'est un masque, évidemment. Et comme ceci, ça me permet de filtrer ma data frame. Mais ici, par défaut, ça m'a supprimé les lignes en doublon. Si on veut les voir apparaître, c'est l'argument keep, qui on va lui mettre faux. Et donc avec false, cette fois-ci, je vois les lignes en doublon. Les 3 premières sont en doublon avec celle-ci. Et donc c'est dupliqué, on va vouloir s'en séparer, et Panda, sans surprise, nous offre une fonction pour le faire. Avec la fonction drop duplicate, toujours avec l'argument subset, et notre liste
athlète ifnb. Donc là, ça ne se verra pas forcément à l'œil, mais ça a bien été nettoyé. N'oublie pas d'enregistrer sous une variable full-df clean. On va revenir sur l'import du fichier et une petite subtilité. Des fois, dans vos fichiers, vous allez avoir des noms, des mots avec des accents. Et Panda ne reconnaît pas ces accents. Donc, j'ai créé un fichier Excel en modifiant juste un nom et en ajoutant un accent. Vous voyez qu'ici, il n'y arrive pas. Il y a un argument à passer qui va être encoding, qui est égal à latin. Et cette fois-ci, ça fonctionne. Vous voyez qu'ici, j'avais mis athlète avec un accent et mon fichier a été lu. Donc là, vous voyez, il y a un fichier GPS tuto Panda. Donc, on va aller le chercher. Ce sont des données GPS issues de Catapulte. Tout a été rendu anonyme dedans, bien évidemment. Bon, je vous ai épargné le chargement du fichier. Vous voyez que ça a quand même pris 1 minute 30. Ça peut être un peu long, mais comme vous voyez aussi, le fichier a 725 colonnes. Donc, on va l'explorer très rapidement. Vous voyez ces dimensions, on a 2497 lignes et 725 colonnes. Donc on va voir que si on a beaucoup de colonnes et qu'on veut faire info, et on va pas pouvoir voir grand chose. Juste avoir les dtypes, de savoir combien de colonnes correspondent à quel type de variable. Donc au final, ça va être plus intéressant d'aller chercher les 10 premières colonnes. Donc là, on voit bien station type, objet, etc. Et là, il y a un nouveau genre ou type qu'on n'avait pas vu, c'est datetime. Comme on voit ici, c'est une date. Alors ça va vous créer beaucoup de problèmes car de temps en temps, lorsque vous lisez un fichier Excel, la date est reconnue comme un format date, et des fois comme un format objet, donc il va falloir le convertir. Et ça, on va y venir juste après, mais avant, on va voir comment merger un fichier. Donc on a vu la concaténation, donc qui est d'ajouter les data frames l'une en dessous de l'autre ou l'une à côté de l'autre. Et bien le merge, c'est comme si on avait une petite data frame avec des infos qu'on voulait retranscrire sur toutes les lignes qui sont correspondantes dans notre grosse data frame. Et donc cette fameuse data frame d'infos, je vais utiliser le fichier CSV qu'on avait enregistré plus tôt. Je vais juste procéder à une petite manipulation pour pouvoir faire le merge comme il faut. Donc ici, j'ai juste renommé dans ma colonne athlète le nom des athlètes en remplaçant ATH underscore par player underscore pour que ça corresponde à ma grosse data frame ici de mon fichier GPS. Et j'ai aussi mis l'argument regex true pour qu'il aille chercher tout ce qui correspond à ça, alors qu'évidemment, dans les deux data frames, on a un numéro qui suit. Si je voulais vraiment, si je n'avais pas mis regex, il n'aurait jamais trouvé un ATH underscore tout seul. Donc, ma dfinfo, voilà à quoi elle ressemble. Data frame d'info, je voudrais que l'âge et le poids, par exemple, soient réattribués à chaque ligne où le nom de l'athlète apparaît dans mon fichier GPS. Alors, la fonction qu'on va utiliser en Panda, c'est merge. Les deux premiers arguments vont être deux data frames, une dite de gauche et l'autre de droite. Évidemment, rien à voir avec la politique. Le troisième argument, ça va être how, c'est-à-dire comment on veut les merger. Donc nous, on va faire left. Left ici veut dire qu'elle va se baser sur data, correspond à notre fichier GPS. Ensuite, on va donner deux arguments. Left on, on va donner le nom de la colonne de notre data frame de gauche qui va servir de repère. Donc, elle s'appelle player name. Et right on, cette fois-ci, la colonne s'appelle athlète. Donc ici, le merge a bien été fait, mais on va sélectionner les colonnes qui nous intéressent pour voir ce qui s'est passé. On va voir player name, athlète et âge. Vous voyez qu'ici, player name et athlète correspondent, et il y a l'âge qui correspondait dans notre data frame d'info. Vous voyez qu'ici, il y a GDNAN, car je n'avais que 11 players, ici, on va jusqu'à 23. Donc pour le merge, le join et la concaténation, je vous renvoie vers la documentation de Panda, je mettrai le lien dans la description. Donc vous voyez, vous avez un long cours avec des exemples qui vous expliquent un peu tout. Ça peut être un très bon complément, car c'est quand même une notion qui peut devenir très complexe, et c'est assez facile de s'en mêler. Alors le datetime, ici c'est tout ce qui va toucher aux dates et au temps, donc temps pour heure. On a vu que dans notre data, ici, la date était au bon format, et on voit aussi ici qu'on a des start time et end time. Et ceux-là, par contre, ils ont été reconnus comme un format objet. Donc, idéalement, on voudrait les transformer au format heure. Et avec Panda, on peut faire toDateTime. Et comme argument, ça va être tout simplement notre colonne. Donc ici, StartTime. Donc ici, mon objet a été converti à un format heure et date. Et on voit qu'on a toujours la même date, car ici, on a juste l'heure de préciser. Et donc nous, on aimerait plutôt récupérer l'heure finalement.
Eh bien, après cette transformation, on va appeler dt. On peut voir comme un module comme on l'avait fait avec random et numpy, mais là, le vrai nom, c'est une classe. Et ici, quand je passe point, vous voyez qu'on peut appeler tout un tas de choses. Et ici, pour avoir l'heure, on va aller chercher time. Et donc cette fois-ci, même si j'ai le même aperçu, ma colonne a bien été transformée en format heure. Et donc si je vais chercher ma colonne date, ici j'ai une date complète, je peux aller chercher des informations. À l'aide de cette classe dt, je peux aller chercher le jour, j'ai le numéro de jour, qui est le numéro de jour du mois. Je peux aller chercher le mois au format numéro. Je peux récupérer day of week, qui ira de 1 jusqu'à 7. Je peux récupérer week day, qui est finalement la même chose que day of week. Day in months, qui me retourne le nombre de jours qu'il y a dans le mois. Vous voyez ici 31, et ici également 31, donc ce sont des mois à 31 jours. Day of year, et donc là, on va de 1 jusqu'à 365, et donc finalement, year, pour récupérer l'année. Et il y a 3 choses de plus que je vais vous montrer qui peuvent être utiles avec dt. Et cette fois-ci, on va plutôt appeler une fonction ou une méthode. La première, iso calendar. Pour cela, je mets les parenthèses. Ici, qu'est-ce que ça m'a fait? Eh bien, ça m'a séparé ma date en 3 colonnes avec l'année, le numéro de semaine et le numéro du jour dans ma semaine. Il y a celle-ci qui peut être intéressante. Day name, je m'en retrouve avec le nom de mon jour. Vous voyez, ici mercredi, ici dimanche. Et finalement, si on peut avoir le jour, on peut également avoir le mois avec month's name. Bon, ici, sur tout le fichier, on aura octobre car les données ont été recueillies sur le mois d'octobre. Toujours sur cette notion de temps, heure, date, on a une colonne qui est duration, qui est donc la durée enregistrée de la séance. Ici, la séance va durer 1h13 et 12 secondes. Et c'est un format objet, et on aimerait le transformer. Mais ici, je vais vous montrer quelque chose. Alors, je le sais parce que j'ai préparé le cours, évidemment. Si je prends la première valeur de duration, on voit que c'est du texte et que j'ai un espace en amont. Donc, si je le passe dans les fonctions nécessaires pour transformer cette duration au format correspond, j'aurai une erreur. Et à première vue, cet espace, on ne voit pas. Donc pour ça, des fois, c'est intéressant d'aller chercher juste le premier élément d'une colonne et on va se rendre compte un peu de comment ça a été, disons, encodé. Et donc ça, on l'a vu dans le tout premier cours. Si on veut se débarrasser de cet espace en trop, on fait strip. Ce sera un bon format pour ensuite le transformer. Donc la méthode pour le faire, il y en a 2. On va réattribuer une valeur qui correspond à notre colonne duration et on va faire une list comprehension qui va être d.strip for d, donc pour chaque durée, dans la colonne data duration. L'autre technique, ça aurait été tout simplement d'appeler notre colonne duration, d'appeler la classe str et de faire strip. Ça aurait appliqué le procédé qu'on a vu au-dessus sur toute la colonne. Et donc ici on voit bien, cette fois-ci, le format est comme il faut. Alors pour transformer une durée texte en format chiffré, disons datetime, on va encore télécharger une nouvelle librairie qui s'appelle datetime. Et j'ai mis from parce que dans datetime, on va importer datetime. Oui, c'est pas très malin. Si on avait juste fait import datetime, on aurait dû faire datetime, la fonction qui nous intéresse. Alors nous, qui va nous intéresser ici, ça va être la fonction de datetime qui s'appelle strptime. Donc qui va transformer à partir d'un format texte au format time. Donc ici, le premier argument serait la date. Donc je vais reprendre celui-ci pour vous montrer l'exemple. Et en deuxième, il faut mettre le format. Donc le format, ça serait heure, minute et seconde. Pour qu'il n'y ait pas de bug, il faut mettre à la place du premier M, H et S un pourcentage. Et donc là, j'ai un format datetime avec toutes les informations qui m'intéressent. Ça, on va le reprendre et on va se créer une nouvelle variable qui va être duration dt. On va faire une list comprehension datetime.strtime de d, toujours avec le format qu'on a vu précédemment. Donc pour d in data duration. Donc là, vous voyez, ça a été converti comme on l'a vu avant. Et donc maintenant, ça, on voudra le convertir en minutes. Donc on va se créer une nouvelle variable qui va être duration converted, pour dire qu'on l'a converti. On va à nouveau se créer une list comprehension. Donc on va aller chercher chaque durée dans data duration dt. Et ce d, on va d'abord aller récupérer les heures. Pour cela, on va aller chercher hour. Et donc toutes les heures, on va vouloir les multiplier par 60 pour avoir les minutes.
je vais mettre entre parenthèses pour une meilleure lecture. On va lui ajouter les minutes, donc qui vont être des points minutes. Et finalement, pour les secondes, on va aller chercher des points secondes qu'on va diviser par 60. Et pour que ce soit encore plus beau, on va transformer cette somme au format intégral pour avoir un chiffre rond. Et donc ici, faisons apparaître toute cette étape de transformation. Donc, j'avais le format original qui était un format texte, je l'ai transformé au format datetime, j'ai extrait les heures, les minutes et les secondes pour les convertir en une somme pour avoir mes minutes totales. Donc 1h13 et 12 secondes, ça correspond bien à 73 minutes. Donc à présent, on va voir quelques statistiques simples. Et pour ces statistiques, on va utiliser donc notre fichier GPS, mais avant ça, on va devoir filtrer un peu. Pour ceux qui sont moins familiers d'un fichier Excel issu de Catapulte, ici, on a une information, period number, qui va être de 0 à n. Tout ce qui est 0 va être un résumé de l'enregistrement, que ce soit un match ou un entraînement. Tout ce qui est supérieur à 0 va correspondre aux séquences que vous avez découpées. Donc ici, pour simplifier les choses, on va mettre ST pour statistique. On va aller filtrer data pour prendre déjà juste les données de notre athlète qui va s'appeler player 0 par défaut et prendre les résumés de séances ou de matchs. On en fait une copie et on va organiser les valeurs selon la date. Voilà, ici j'ai vraiment que mon player 0 et j'aurai des period numbers qui vaudront uniquement 0. Donc bien tous les résumés de mes matchs et entraînements. Alors les premières statistiques qu'on va voir, on va les appliquer sur une colonne. Prenons la colonne qu'on vient de créer. Donc duration converted. Et on va faire n largest et on va passer un argument qui est 3. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Largest va aller chercher les 3 valeurs les plus grandes chez duration converted. On devrait pouvoir le voir ici. Donc on a plusieurs valeurs et lui il a pris les 3 plus grandes. Donc si on a les 3 plus grandes, forcément les 3 plus basses. Ça va être n smallest. Donc ici je me retrouve avec les 3 variables les plus bas. Donc, ici l'argument peut être 4, 5, 6, etc. Vous en mettez autant que vous voulez. Maintenant, on va voir une fonction qui s'appelle shift. Shift permet de décaler nos variables d'une ligne à une autre. Et donc on va réaliser une boucle pour essayer plusieurs temps de shift qui iront dans les deux sens, soit vers le haut, soit vers le bas. Et dans cette boucle, on va d'abord passer un dictionnaire. Donc on va indiquer M1. Donc on va aller un temps en arrière. Donc moins 1. P1 pour dire qu'on ira un temps vers l'avant. Et P2, on ira 2 temps vers l'avant. Et donc dans ce dictionnaire, pour les items, donc ça on l'a eu en premier tour, pour K et V, donc la valeur et la clé, on va se créer une nouvelle colonne, duration, en abrégé, shift, et ici le K va correspondre à combien de temps on s'est avancé ou reculé dans le temps. Et donc ce shift, on va toujours le faire sur notre duration converted, shift, et avec la valeur V, on va faire apparaître à l'aide de filter regex, on va lui donner dur. Donc évidemment je me retrouve avec d'autres colonnes qui ne m'intéressent pas, mais on va aller voir celles qui sont tout au bout. Donc ici, ma duration convertie comme on l'a fait plus haut. Ici, j'ai mon shift à M-1. Comme on voit, M-1, la ligne 2 est passée en ligne 1, la ligne 3 en 2, etc. On a décalé de moins 1. Donc plus 1, vous comprenez, c'est la même chose mais dans l'autre sens. On a décalé d'un cran vers le bas. Donc 73 et une ligne plus bas, 48 une ligne plus bas aussi également. Et finalement, avec le shift de 2, on a décalé de 2 rangs vers le bas. Vous voyez, 73 et 2 rangs plus bas, 48 2 rangs plus bas, etc. Ça, c'est intéressant pour faire des comparaisons quand on a ordonné par date avec les valeurs de la veille. Mais ça, on a de la chance, encore une fois, Panda, il y a une fonction qui va nous le faire pour nous. Cette fonction, elle s'appelle diff. On va toujours faire cette boucle. Cette fois-ci, on met diff. Donc là, on est avec diff-1. Donc diff-1 me retourne 25. Effectivement, 48 plus 25, ça me fait 73. Donc ça va comparer la différence finalement avec la ligne du dessous. La diff à plus 1, donc cette fois-ci, ça compare avec la ligne qui était au-dessus. 48 moins 73, ça nous donne bien moins 25. Et finalement, le diff avec une valeur de 2, ça va nous faire la différence de 98 avec la valeur qui se trouve 2 rangs au-dessus, donc 73. J'ai bien 25. Et donc 97 est comparé avec 48.
etc. Donc maintenant qu'on a shifté, qu'on a vu qu'on était capable de calculer une différence, des fois on veut même un pourcentage de différence. Et on est encore chanceux, Panda nous offre une fonction. On va l'appeler PC pour percentage change, excusez mon anglais. Et cette fonction c'est PCT underscore change. Et on va même la multiplier par 100 pour avoir un beau pourcentage. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a repris un peu la même méthode que pour diff. 73, c'est 52% de plus que 48. Et en plus 1, eh bien 48, c'est 34% de moins de 73. Et ici, le plus 2, 98, c'est 34% au-dessus de 73. Et donc 97, c'est 102% au-dessus de 48. Il y a 3 dernières fonctions stats qu'on va voir quand on travaille notamment avec des dates et que c'est bien ordonné. On va toujours travailler avec notre variable duration convertible et on va appeler 3 fonctions cumulées qui va être le premier cumulé somme qui fait donc une somme cumulée à chaque ligne. Je vais également avoir min, c'est-à-dire qu'il va itérer à chaque fois et toujours conserver la valeur minimale au fur et à mesure qu'il avance dans les lignes. C'est bien min, il y a max. Même procédé, il va de ligne en ligne en gardant toujours la valeur max jusqu'à retrouver une nouvelle valeur max. Alors dans ce chapitre statistique, on va avoir une dernière fonction qui est la fonction de corrélation. Donc par défaut, corrélation, on pourrait appeler notre dataframe entière et lui passer la fonction core. Là, il ira identifier toutes les colonnes avec des valeurs numériques et faire la corrélation entre elles. Donc là, pour rappel, on avait plus de 700 colonnes, donc nous, on va juste faire une présélection de certaines colonnes. On va aller chercher donc, notre duration converted qu'on a calculé et on va aller chercher, disons, cette variable-là qui est la distance totale parcourue dans la bande 1 déterminée par catapulte. On obtient donc une data frame avec, vous voyez, nos deux variables aussi bien en colonne qu'en index. Et ici, on a donc le coefficient de corrélation. Donc quand deux mêmes variables se croisent en état 1, évidemment. Et ici, on voit bien que la corrélation est de 0,68. Passons à présent à un chapitre resample. Alors resample, ça nous permet de faire des statistiques aussi par période identifiée selon, disons, certains critères de dead time. C'est-à-dire est-ce qu'on veut analyser par jour, par minute, par seconde, par semaine, etc. Tout cela, on va d'abord sélectionner juste quelques variables pour simplifier la visualisation. Donc il me faudra évidemment la date, car on va jouer là-dessus. On va prendre notre durée et finalement la variable qu'on a vue ici. Et finalement, la variable qu'on utilisait juste avant, la distance parcourue dans la bande de vélocité 1. On fait une copie. Et ce qui va être important pour utiliser resample, ça va être de mettre les dates en index. Donc ça, on a vu comment le faire. Je passe date et je drop les index existants. J'ai bien ce que je voulais. Alors, resample, pour commencer, évidemment, ma data frame, j'appelle resample, et ici, je vais lui passer un argument qui va être au format texte, qui va lui donner le type de chronologie, disons, que je veux pour mon analyse. Donc moi, ici, je vais mettre W pour week. On verra après la documentation avec toutes les références qu'il y a pour voir comment découper. Et donc ici, après, j'appelle ag, qu'on connaît déjà, et je peux lui passer une liste de fonctions mathématiques que je veux. Ici, pour faire très simple, on va faire min et standard deviation. Et donc le résultat, qu'est-ce que j'ai? Donc ici, j'ai mes deux colonnes avec mes deux variables que j'ai présélectionnées au-dessus. J'ai bien mes deux statistiques de moyenne et d'écart type. Et ici, au format date, j'ai en réalité la première date des semaines de ma data frame. Donc dans ma data frame, avec toutes les dates que j'ai 4 semaines. Et donc sur cette première semaine, j'ai une moyenne de temps et un écart type de temps pour ma durée, et de même pour ma velocity band 1. Donc ici, pour la suite, je vous renvoie vers deux documentations. Donc le premier est un article qui va décrire aussi toute l'approche autour de cette fonction d'agrégation, donc qui vous explique en détail tout ce que vous pouvez faire, donc de façon très simple jusqu'à très complexe. Et le deuxième lien qui va être la documentation Panda, qui va vous renvoyer donc vers toutes les abréviations pour faire votre découpe chronologique. Donc vous voyez ici, moi j'avais pris W pour week, donc semaine, et il y en a tout un tas. Donc je vais aller vous en montrer quelques-unes qui sont par an. Donc vous voyez, on peut faire une analyse par minute, par heure. Vous voyez qu'ici qu'on peut vraiment aller dans le détail de la découpe chronologique, disons. Mais cela, ça va bien évidemment dépendre de vos données et de la fréquence d'acquisition de ces données. Donc ici, pour continuer et aller dans le sens de l'article que je vous ai partagé, on va voir comment un peu complexifier cette fonction agrégation. Donc je reprends ici, et ici, au lieu de passer une liste, je vais tout simplement appeler lambda. Pour rappel, lambda, ça permet de faire des fonctions rapides sans avoir à les créer et à les nommer. Et ici, je vais vouloir faire un percentile, donc je n'oublie pas x, 75. Donc ici, je me retrouve avec un tableau au même format qu'au-dessus, j'ai mes deux variables, et j'ai donc mon agrégation de percentile 75 qui a été attribuée à chaque semaine. Le problème avec lambda, comme vous voyez, c'est que la statistique, on ne sait pas laquelle c'est. Donc ici, on vient de voir qu'on peut faire une fonction rapide lambda, mais on peut aussi également créer nos propres fonctions qui peuvent être plus complexes. Donc ici, pour une simplicité, je vais faire une fonction simple tout de même, x,
qui va me retourner le percentile de cette série X et le percentile 75. Et cette fois-ci, dans ma fonction d'agrégation, j'ai juste à appeler le nom de la fonction, sans les parenthèses et sans avoir à passer d'argument. Je me retrouve bien donc avec le même tableau qu'avec l'approche lambda. Et finalement, comme on l'avait vu, on peut choisir de faire certaines statistiques sur certaines colonnes, plutôt qu'ici par exemple avoir le percentile 75 pour mes deux variables. Mais ça va prendre le même principe qu'on avait vu plus haut dans le cours. J'appelle toujours resample, format semaine. J'appelle ma fonction d'agrégation et je vais lui ouvrir un dictionnaire. La clé va donc être le nom de ma colonne et la valeur liée à cette clé, le calcul statistique que je souhaite lui appliquer. Donc, par exemple, ici, je vais vouloir appliquer la fonction qu'on a créée, et pour mon autre variable, je vais vouloir la somme. J'ai donc bien les agrégations qui ont bien été faites séparément sur chaque variable. Le seul souci ici, c'est que ce n'est pas indiqué quelle statistique on a calculée. Ça pourrait reprendre simplement un renommage des colonnes en ajoutant une petite extension expliquant quelle statistique on a fait. Donc maintenant, on va passer à group by. Alors avant de commencer le code, je vais vous renvoyer vers une documentation, plus précisément un article. Donc l'article, c'est celui-ci, on est sur le même site que le lien que j'ai montré avant. Et cette fois-ci, c'est un guide complet pour comprendre comment faire du group by. Et donc par le group by, on va toujours avoir cette notion d'agrégation. Donc cet article, il est vraiment super bien fait, je vous invite vraiment à aller le voir. N'hésitez pas non plus à parcourir les autres articles de ce site. Ils sont vraiment bien construits avec des cas pratiques et disons ça dépoussière peut-être un peu la documentation officielle qui peut être un peu lourde parfois à comprendre. Alors, pour cette partie sur le group by, on va récupérer toutes les informations de match. On va donc filtrer notre data frame. D'abord, je vais aller chercher le session type qui va être égal à game. Et ma deuxième condition, ça va être de récupérer les informations résumées des matchs. Donc, de prendre period number qui vaut 0. Je suis donc bien une data frame avec uniquement les données de mes matchs. Alors, pour group by, comment ça se présente? Eh bien, vous appelez votre data frame, vous appelez la fonction group by, et dans group by, on va lui passer un argument. Et ici, pour l'exemple, on va commencer avec period name. Et finalement, par le nom de la fonction, on devine un peu qu'est-ce que ça fait. Je demande de grouper par period name. Donc, comme vous voyez ici, period name, bon, ici on va voir que la période 0, mais il y en a plusieurs, ce qui fait que lui va regrouper par chaque nom unique. Et donc, cela, on va l'enregistrer, on va appeler ça game grby. Et donc, dans ce game grby, on va appeler groups pour récupérer les groupes, et on va juste récupérer les clés. Donc ici, ça m'a retourné une liste de clés, ces clés qui sont les noms des différents groupes du group by de ma data frame selon la colonne que j'ai établie. Donc ici, j'ai les valeurs uniques de ma colonne period name. Et maintenant, dans ce game group by, on peut aller chercher une variable, et on va pouvoir lui passer, encore une fois, une agrégation. Ici, on va faire simple, min. Et vous voyez ici, à l'image de resample d'au-dessus, on avait nos semaines et les valeurs. Ici, j'ai les valeurs uniques, donc qui sont en réalité mes matchs. Donc j'ai mes 4 matchs, et j'ai la moyenne de ma durée de chaque match. En fait, pour faire très simple, le group by, ça renvoie à la notion un peu de table pivot qu'il y avait dans Excel. Alors là, c'est une façon de faire un peu son group by, du moins c'est une façon de vous montrer le fonctionnement derrière group by. Moi, j'ai tendance à l'utiliser comme ceci. Donc on fait data game, group by, je lui mets l'argument, je veux un period name. Cette fois-ci, j'appelle la variable que je veux, ici, donc duration converted, et je passe ensuite mon agrégation. Ici, on va lui passer une liste de min et standard deviation. Donc cette fois-ci, comme j'ai plusieurs agrégations, ça m'a retourné un data frame. Et dans la fonction group by, il y a un argument qui s'appelle asIndex, qui lui par défaut vaut vrai, mais nous on va le passer à faux pour avoir une data frame qu'on va plus facilement pouvoir manipuler par la suite. Et donc pour aller plus loin dans agrégation, je pense que maintenant vous commencez à comprendre comment cela fonctionne, je peux venir lui ajouter par exemple une fonction lambda, sauf que cette fois-ci, vous voyez que le nom de mon agrégation c'est lambda par défaut, car lambda permet de créer une fonction rapide sans avoir à la nommer. À la différence que si j'ajoute la fonction qu'on a créée plus haut, et bien cette fois-ci l'agrégation prend le nom de la fonction qu'on a attribuée, ce qui rend le group by à l'agrégation plus lisible. Maintenant, on va voir le group by à plusieurs niveaux.
car ici on a fait un group by à un niveau. On est juste allé faire un group by sur une seule colonne. Et bien pour cela, même principe. Sauf que cette fois-ci, on va passer une liste des colonnes sur lesquelles on veut faire le group by. Donc je reste toujours sur period name. Et en deuxième niveau de group by, je souhaite avoir position. Je vais toujours chercher ma durée convertie. Et on va faire toujours des agrégations assez simples, moyenne et écart type. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez ici à gauche, j'ai le premier niveau de group by qui est la period name. Donc on a la même chose. Et à l'intérieur de ce niveau de group by, il y a un deuxième niveau qui est les positions. Donc vous voyez que les positions 0, 1 et 2 se répètent à chaque premier niveau de group by. Donc si vous êtes familier avec l'état pivot de Excel, vous comprenez le fonctionnement ici de group by à plusieurs niveaux. On peut également passer toujours cet argument de asIndex qui permet d'avoir une table, disons peut-être moins lisible, mais meilleure pour la manipulation. Donc maintenant qu'on a vu l'agrégation à plusieurs niveaux, on peut aussi également faire une agrégation commençant à un niveau avec plusieurs variables. Donc ici, je vais lui passer la liste des variables que je souhaite. Donc on va toujours rester sur notre durée convertie et on va aller chercher notre velocity band 1. Et pour finir l'agrégation, qu'on va garder toujours simple pour l'exemple, moyenne et écart type. Et donc ici, comme on l'avait vu avec resample, vous voyez qu'on a nos deux colonnes et les agrégations statistiques qu'on avait souhaitées. Toujours avec le group by sur la period name. Et donc là, quand je passe plusieurs colonnes, eh bien, les agrégations que je passe ensuite dans ma fonction agrégation vont être appliquées à toutes les colonnes. Comme on l'avait déjà vu, si je veux passer des agrégations spécifiques sur certaines colonnes, cela fonctionne comme ceci. J'appelle ma fonction d'agrégation et je vais ouvrir, vous l'avez deviné, un dictionnaire. J'appelle la colonne qui m'intéresse comme clé et la valeur va être la statistique que je veux calculer. Donc ici, on va faire moyenne, on va faire reste simple. Et ici, pour la velocity band 1, on va juste faire la somme. Voilà, je me retrouve juste avec deux colonnes. Encore une fois, on pourrait renommer les colonnes par la suite pour savoir que sur ma durée, j'ai fait une moyenne et que pour ma distance, j'ai finalement fait une somme. Donc on a vu qu'on pouvait faire un group by à plusieurs niveaux. Donc là, il n'y a vraiment aucune limite. La seule limite, ça va être la lisibilité des informations que vous voulez extraire. On peut appeler autant de colonnes qu'on veut et individualiser, on va dire, l'agrégation qu'on veut attribuer ou faire une agrégation totale pour toutes les colonnes. Donc là, on va voir un exemple concret de group by qu'on pourrait utiliser pour faire un rapport, disons, des données qu'on a ici de match. Donc, ces données de match, on va les grouper à deux niveaux. On va garder period name et on va garder position, comme on a déjà vu. On va aller chercher, par simplicité d'exemple également, la durée convertie et velocity band 1. Ici, l'agrégation qu'on voudrait avoir, ça serait comme d'habitude la moyenne, l'écart type, et on voudrait également un meilleur indicateur d'étendue des données. Et bien, on va se créer une fonction qui va être le coefficient de variation, dans lequel on va passer donc les séries, et va donc nous retourner le coefficient de variation. Comment se calcule le coefficient de variation? Et bien, c'est un quotient de l'écart type de notre série divisé par la moyenne de cette même série. On va le multiplier par 100 pour avoir un beau pourcentage et on va le transformer au format intégral pour avoir un chiffre rond. Et donc ici, je peux appeler ma fonction le coefficient de variation. Et j'ai donc ici un rapport où j'ai regroupé donc chaque match et par chaque match, j'ai regroupé par position ou par poste. Et j'ai donc la moyenne, l'écart type et le coefficient de variation sur mes variables de durée et de distance parcourue dans la bande 1. On continue avec group by transform. Donc on va garder cette notion de group by. Et donc vous avez vu ici qu'on est capable de faire des tables résumées qui sont vraiment très utiles et riches d'informations. Et à présent, vous allez peut-être vous dire, bah, moi cette information par exemple de moyenne de durée, je voudrais pouvoir la retrouver dans ma data frame originale. Et bien comme d'habitude, Panda nous permet de le faire. Pour commencer, on reprend la syntaxe du group by. Donc par period name et par position. Et à partir de là, la variable qui m'intéresse, je viens la choisir. Donc ici par exemple velocity bande 1 dist. Et là, au lieu de faire ag pour les agrégations, je vais appeler transform. Et dans transform, je vais passer l'agrégation qui m'intéresse. Par exemple, une moyenne.
Et donc vous voyez qu'ici, ça m'a retourné une série de distance 73. Et si je regarde les dimensions de ma data frame game, j'ai également 73 lignes. Donc ici, le group by transform va faire ce regroupement pour faire des agrégations par niveau qu'on a déterminé et le redéployer, disons, au format de notre data frame original. Et donc ça, on pourrait l'ajouter à une colonne qu'on appellerait VB1 distance underscore min. Et donc au bout de ma data frame, cette variable a bien été créée. Et donc de procéder à ce group by transform permet donc de créer, disons, des variables seuils et de pouvoir comparer avec la valeur brute de la ligne avec ces seuils qu'on détermine. Par exemple, ici on a mis la moyenne par défaut, et bien on pourrait comparer chaque ligne qui correspond à chaque match à la moyenne qui correspond à la position du joueur. Si vous souhaitez vraiment être sûr, reprenons celui-ci, faisons simplement l'agrégation, le group by qu'on a vu, le classique, et allons comparer un groupe pour un match. Donc, allons chercher la period name zéro et on va récupérer les colonnes. Player name, period name, position et finalement la variable qu'on a créée à partir du group by transform. Vous voyez ici player 0 pour la period name 0 à la position 0, 1198. Et si je retourne sur mon group by, période 0, position 0, j'ai 1198. Donc vous voyez, le group by est vraiment super intéressant. Moi, je vous invite vraiment à en abuser. Vraiment, ne levez pas le pied. Et vous voyez également que cette fonction est revenue plusieurs fois dans notre cours avec différents niveaux de découpe de notre jeu de données, on va dire. Donc ça va être important de le comprendre. Vous voyez qu'on peut faire des choses très très simples et qui vont être riches d'informations, mais on peut aussi également aller vers du plus complexe. Donc on va voir la cross-tab. La cross-tab, je vous montre que c'est assez simple à mettre en place et puis on va voir quelques informations simples. La réalité, c'est que je m'en sers vraiment peu. Donc pour des tâches assez simples, c'est une autre façon de procéder qu'avec group by. Donc comment ça se présente? On va directement chercher la fonction cross-tab et quand on veut faire simple, on va avoir deux arguments. Le premier, ça va être index et le deuxième, ça va être columns. Ici, qu'est-ce qu'on va indiquer? Eh bien, quelle colonne de ma data frame je veux placer en index et placer en colonne. Donc ici, on va pouvoir se faire data, on va aller chercher le nom de nos joueurs, et dans les colonnes, on va aller chercher session type. Qu'est-ce que ça nous retourne ici, les valeurs? Eh bien, c'est un compte. Il nous a compté combien de fois le player 0 apparaît avec session type égale game. Et de même pour le training. Cette utilisation simple de crosstab permet d'avoir de l'information sur le taux de participation de vos athlètes à différents types de séances. Mais crosstab, vous pouvez aussi lui attribuer certaines agrégations. On va procéder toujours pareil. En index, je veux mes athlètes. En colonne, je veux toujours le type de séance, donc le session type, et les valeurs, donc l'argument values, vont être les durées converties. Et je vais vouloir que l'agrégation faite sur cette colonne de durée convertie soit une médiane. Donc pour cela, il y a l'argument arg function, et je lui appelle médian. Et donc ici, à la différence du compte, il va nous donner la durée d'entraînement et de match médian pour chaque joueur. Donc ici, pour entraînement, vous voyez qu'il y a des petites valeurs, car j'ai pas filtré le résumé total des séances et les différents blocs de séances. Donc il y a des blocs avec des toutes petites durées. Donc là, on arrive sur la notion des fenêtres glissantes. Donc fenêtres glissantes, ça va être super intéressant quand on travaille avec des données dans le temps. Cela permet dans un premier temps de calculer des tendances et aussi de suivre l'évolution selon certaines statistiques des valeurs de nos différentes variables. Donc pour ce chapitre, on va reprendre notre data frame pour les statistiques. Donc pour rappel, elle était exclusivement fait sur le joueur 0. Pour le premier chapitre, on va voir expanding. On va le faire sur la colonne de durée convertie. On appelle expanding et on lui rajoute sum pour dire que je veux la somme. Donc ici on voit, il a tout simplement fait une somme cumulative. Donc c'est bien les mêmes résultats qu'avec la fonction de somme cumulative, j'ai bien les mêmes valeurs. La différence qu'il va y avoir avec expanding, c'est qu'on peut lui passer un argument ici. Par exemple, je vais lui passer 3. Et là, vous comprenez qu'il commence à faire cette somme cumulative à partir du troisième élément.
Et ici, je vous renvoie vers la documentation de Panda, donc sur la notion des expanding window function, vous avez ici toutes les fonctions statistiques que vous pouvez appliquer à expanding. Et évidemment, le lien sera dans la description. Alors à présent, on va voir une fenêtre glissante arithmétique. Reprenons toujours notre variable de durée convertie et on va appeler la fonction rolling. Et on va vouloir une somme. Donc ici, quand j'exécute, j'ai une erreur, car dans rolling, il faut passer minimum un argument, qui est l'argument window. Je vais lui donner 3. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, rolling, lui, il va faire finalement une somme cumulative, mais sur une fenêtre de 3 entrées. Vous regardez ici, vous voyez que les deux premières lignes, il y a un n à n, car ici, il va attendre d'avoir 3 éléments minimum pour pouvoir faire la somme cumulée sur cette fenêtre de 3 entrées. Et donc, à chaque fois qu'on avance d'une ligne, il va prendre l'entrée de cette ligne plus les 2 entrées précédentes pour avoir donc 3 entrées pour faire cette somme glissante sur une fenêtre de 3. Et si vous voulez combler ce vide de n à n, il y a un argument qui s'appelle min période, auquel on peut donner la valeur qu'on veut. Ici, on va donner 1. Et dans ce cas-là, il n'aura pas besoin d'avoir 3 éléments pour commencer cette fenêtre glissante arithmétique. Il commencera dès le premier élément. Et donc, cette fenêtre glissante arithmétique, on peut la faire sur la moyenne. Vous pouvez le faire sur max. Et pour découvrir les autres fonctions statistiques qui s'appliquent sur cette fenêtre rolling, donc de fenêtre arithmétique glissante, vous avez la documentation Panda ici. Donc cette méthode de fenêtre glissante arithmétique, elle est souvent connue et appliquée pour calculer une tendance. Donc souvent, ça va être cette moyenne glissante arithmétique qui est choisie pour calculer une tendance. Cependant, cette méthode, elle a une limite, car dans cette fenêtre glissante, ici, les 3 entrées que j'ai choisies vont avoir le même poids dans le calcul de la moyenne. Alors que la réalité, ça serait plutôt de donner plus de poids aux dernières entrées et les plus anciennes de s'estomper dans le temps. Mais pour cela, il y a une autre façon de le faire, c'est les fenêtres glissantes exponentielles. Pour celle-ci, il y a deux approches, il y a le brut et sur le court. Donc le brut, voici comment ça se calcule. Toujours sur notre célèbre colonne de durée convertie, et on va appeler la fonction EWM pour Exponential Weighted Moving. Et donc dans cette fonction exponentielle, il y a un coefficient d'amortissement. Et dans Pandas, il y a plusieurs arguments pour donner une valeur à ce coefficient d'amortissement. Le plus simple, ça va être de choisir l'argument span. Car span, on va lui redonner 3, ce qui signifie on prend les 3 dernières entrées. Donc ici, ça serait les 3 derniers jours. Je trouve que c'est l'argument le mieux utilisé pour savoir vraiment sur quelle fenêtre on veut faire cette fenêtre glissante exponentielle. Et donc ici, on lui appelle moyenne. Donc si on regarde au-dessus, les valeurs sont quand même un peu différentes. Donc encore une fois, la documentation Panda, vous avez les fonctions statistiques que vous pouvez appliquer sur cette fenêtre glissante exponentielle. Vous voyez qu'il y en a beaucoup moins. Donc vous voyez ici, finalement, c'est assez rapide. À chaque nouvelle entrée, eh bien, cette entrée va prendre plus de poids dans ce calcul de cette moyenne exponentielle mobile. Je dis mobile car oui, fenêtre glissante, on peut dire une fenêtre mobile également. Maintenant, on va voir sur le court. Sur le court, c'est une méthode qui nous vient de la bourse. Plutôt que d'avoir la valeur brute de chaque nouvelle entrée, on va plutôt avoir une agrégation glissante sur une fenêtre qu'on a choisi, par exemple les 3 dernières valeurs. Donc pour cela, on irait d'abord faire un rolling, disons sur les 3 entrées ou les 3 derniers jours, et sur ces 3 derniers jours, je voudrais calculer la moyenne, et cette fois-ci, je calcule la moyenne exponentielle. Et bien repasser min après EWM. Donc ici, vous voyez, on se retrouve encore avec des résultats qui diffèrent de ce qu'on avait vu au-dessus. La différence, c'est que le court va davantage lisser ce calcul qui peut représenter donc la tendance, comme je l'ai dit plus haut. Et comme je vous avais montré sur la documentation, si on utilise juste cette partie-là, par défaut, on est limité en termes d'agrégation. Et avec le rolling, finalement, on l'est beaucoup moins. Car on sait qu'avec une moyenne, cela peut être impacté avec les valeurs dites aberrantes, donc soit trop grandes, soit trop petites. Et donc on pourrait remplacer la moyenne par la médiane en passant par un calcul de quantile 0.05. Et disons qu'on veut calculer la tendance sur une variable, donc ici on va reprendre notre durée convertie pour tous les athlètes sur les résumés de séance. On va d'abord récupérer toutes les périodes number de 0, on va donc l'appeler data 0, on va filtrer notre data frame, on en fait une copie, on organise les valeurs, on les trie, d'abord par date, puis par nom de joueur, et finalement on reset les index.
J'ai donc un résumé de chaque séance, que ce soit un match ou un entraînement, pour chacun de mes joueurs, sur toutes les données de ma data frame. Alors j'ai dit que je voulais calculer la tendance de ma durée pour chaque athlète. On va commencer par faire un groupe by, donc par nom de joueur. Je veux l'appliquer sur ma durée convertie. Et cette tendance, je voudrais qu'elle retourne dans ma data frame data underscore 0. On utilise transform. On pourrait se créer une fonction pour faire le calcul, mais ici, pour aller vite, on va se faire un lambda. Et donc sur ce x, on va d'abord faire un rolling sur 3 jours. Et sur ce rolling, on va aller chercher la médiane par le quantile Poisson et faire le calcul exponentiel mobile. Donc span égale 3 pour 3 jours, et on n'oublie pas min à la fin. Donc ici, vous voyez, il y a beaucoup de NaN, car dans rolling, je n'ai pas mis que je veux un minimum de période de 1, donc les 2 premières entrées pour chaque athlète seront des NaN. Et finalement, ce calcul, je peux l'attribuer à une nouvelle variable qui va être, par exemple, duration trend, pour dire que ce sera la tendance. Et ici, j'ai bien la colonne qui s'est créée. Donc toute cette notion autour du calcul de la tendance, j'y consacrerai une vidéo entière après les tutoriels, donc ne manquez pas, ça vaudra vraiment son pesant de cacahuètes. Je vous montrerai comment la calculer, comment choisir les calculs ou les méthodes qui font le plus de sens, et surtout l'importance de calculer cette tendance pour contextualiser vos données.